Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Le mois de mai avait pour thématique les transferts et les réorientations. Alors, en cette fin de mois, pour l'épisode spécial consacré aux professionnels travaillant en maison de naissance, nous retrouvons à nouveau à notre micro Juliette, sage-femme, pour nous parler de son point de vue de professionnel sur ce sujet. Le matériel, les protocoles, l'information donnée aux parents, Juliette nous explique les choix de la maison de naissance où elle travaille. Du transfert d'urgence au transfert à pied, elle nous éclaire sur les situations multiples, souvent loin de l'imaginaire collectif. Leur objectif ? Accompagner avec un maximum de douceur les couples en toutes circonstances. Aujourd'hui, Juliette nous partage toute l'organisation de ce moment particulier dans le suivi en maison de naissance. Bonjour Juliette. Bonjour Capucine. Bonjour Juliette. Bonjour Julie. Merci de revenir à notre micro pour une nouvelle thématique. Avec grand plaisir. Nous sommes ravis d'écouter ce que tu vas pouvoir dire au sujet de la réorientation et du transfert aujourd'hui. Pour commencer, et pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas écouté ton épisode consacré au suivi global en maison de naissance, nous allons te demander de te présenter à nouveau. Je vais me présenter de nouveau. Je m'appelle Juliette, je suis sage-femme en maison de naissance depuis 6 ans. Je suis sage-femme depuis 22 ans. J'ai 4 enfants. J'ai un parcours assez varié parce que j'ai travaillé pendant 7 ans dans une maternité de niveau 3, puis dans une petite maternité de niveau 1, et ensuite je suis partie à Mayotte travailler dans une maternité périphérique tenue par des sages-femmes, et après j'ai travaillé en libéral, et après je suis arrivée à Castres, à la maison de naissance d'Oumaya. En effet, parcours varié. Merci pour ce rappel, et encore une fois, on va te demander de définir avec tes mots ce qu'est une maison de naissance. Donc une maison de naissance est une maison dans laquelle on vient accoucher de manière physiologique, c'est-à-dire de manière non médicalisée. Finalement, on accouche comme chez soi, mais dans un environnement un peu plus proche de l'hôpital que quand on est à la maison. La différence, c'est que c'est la patiente qui se déplace pour venir à la maison de naissance et pas la sage-femme. Merci pour cette définition. Maintenant, on va pouvoir discuter de la thématique du mois, qui traite donc de la réorientation et des transferts en maison de naissance, et notamment des conditions et situations qui amènent à ce changement de parcours pendant la grossesse ou bien le jour de l'accouchement. Et avant de nous expliquer du coup un peu plus concrètement quand et comment est prise une telle décision, est-ce que tu peux nous définir ce que sont la réorientation et le transfert dans le cadre d'un suivi en maison de naissance ? Bien sûr, Julie. La réorientation, en fait, c'est quand il y a une pathologie ou quand on sort de la physiologie pendant la grossesse, où il est souhaitable que la patiente aille accoucher à la maternité. À ce moment-là, on va la réorienter vers la maternité. Par exemple, ça peut être un bébé qui est en présentation du siège. C'est pas possible en maison de naissance, donc la patiente va être réorientée vers la maternité. Ça peut être une patiente qui va dépasser son terme. Donc selon les maisons de naissance, ça peut être terme plus 2 jours, terme plus 4 jours. À Doumaya, c'est terme plus 4 jours, voire terme plus 5 jours. Si les patientes n'ont pas accouché à ce moment-là, on va les réorienter vers la maternité. Et du coup, ça n'empêche pas un accouchement physiologique tout de même, si ? Alors, le siège, c'est plus un accouchement physiologique. Je pense qu'il n'y a qu'une clinique en Europe qui fait des accouchements, qui accompagne les accouchements physiologiques du siège, et c'est à Bruxelles. Ouais. Après, une patiente peut très bien être réorientée vers la maternité et décider de ne pas avoir de déclenchement.
toutes les situations sont personnelles en fait, et médicalement aussi individuelles. Mais après, on a des patientes qui ont eu des déclenchements parce qu'elles avaient rompu la poche des os et qu'elles s'étaient pas mises en travail au-delà de 36 heures, ou des termes dépassés, et qui ont pu accoucher à quatre pattes, debout, sans péridurale, et qui effectivement, dans une contrainte qui est la maternité, elles ont pu quand même avoir l'accouchement qu'elles souhaitaient. Ok. Le transfert, du coup, c'est quand une patiente est admise à la maison de naissance, qu'elle a commencé son travail en maison de naissance, et on peut la transférer soit pendant le travail, soit au moment de la naissance, soit dans le postpartum. D'accord. Une maison de naissance travaille toujours avec une maternité partenaire, donc comme tu le disais tout à l'heure. À quel moment, au moment où vous avez construit votre partenariat avec la maternité partenaire, les conditions de transfert et de réorientation ont-elles été établies ? En France, une maison de naissance travaille toujours avec une maternité partenaire. C'est pas le cas dans d'autres pays européens. Et en fait, quand on a travaillé le partenariat avec la maternité, il y a une convention qui a été établie. Et dans la convention, les modalités de transfert ont été établies aussi. Il existe au niveau national, en France, un collectif des maisons de naissance. Et je me demandais du coup si, au-delà de ce qui a été établi, donc tu parles de la convention avec la maternité partenaire propre à chaque maison de naissance, s'il y avait du coup des normes nationales, ou est-ce que chaque maison de naissance crée ses propres conditions avec la maternité avec laquelle elle est affiliée finalement ? Donc effectivement, Julie, merci de le mentionner, il existe un collectif national des maisons de naissance françaises. Il y a des réunions sur les pratiques professionnelles des sages-femmes qui se font assez régulièrement. Je pense que c'est à peu près une par mois, où on peut échanger sur nos différentes pratiques professionnelles. Il n'y a rien de très formulé. Vraiment, ça va être chaque sage-femme avec le couple qui va pouvoir évaluer d'une situation et décider ou non d'un transfert. Il y a certainement des modalités communes, parce qu'il y a des situations qui sont communes. Après, effectivement, on se base quand même sur des recommandations, c'est-à-dire qu'une femme qui est à 8 cm et qui, au bout de 4 heures, s'est pas dilatée, il y a une indication de transfert à la maternité. Je pense que toutes les sages-femmes suivent à peu près ces recommandations-là. Après, sur les recommandations de transfert postnatal, s'il y a une rétention placentaire ou une hémorragie du postpartum, voilà, c'est une évidence. Et pareil, au moment de la naissance du bébé, si quelque chose fait que, on surveille le rythme cardiaque du bébé en auscultation intermittente, si on dépiste des anomalies du rythme cardiaque, on va transférer la patiente, et c'est déjà arrivé qu'une patiente soit transférée à dilatation complète et qu'elle ait une ventouse pour aider à l'extraction du bébé. Mais par exemple, nous, ce qu'on a pu faire, c'est établir des codes couleurs, comme les codes d'urgence qu'il y a à la maternité. C'est-à-dire un code vert, on a 1 heure pour transférer, un code rouge, on a 10 minutes pour transférer. Voilà. Et entre deux, il y a le code orange. Mais voilà, ça permet, quand on appelle la sage-femme, de dire, là, on transfère, c'est un code rouge, une hémorragie du postpartum. Quand on arrive, en fait, tout le monde est au courant, tout le monde est prêt, et la patiente est accueillie très rapidement. Ou quand on dit, écoute, on t'appelle parce que la patiente a un travail long, elle a besoin d'une péridurale, c'est un code vert, je fais le monitoring, on la perfuse, tout va bien, et là on arrive tout tranquillement en fait. Dans la loi au sujet de la création d'une maison de naissance, il y a une condition de proximité avec la maternité partenaire. Quelle est-elle, cette proximité maximale, on va dire, ou minimale ? Je dirais même plus qu'une proximité, c'est une contiguïté. Et c'est vraiment une exception qui est française. Dans d'autres pays européens, les maisons de naissance ne sont absolument pas accolées aux maternités comme c'est en France. Et une étude qui a été faite en Angleterre sur une cohorte de plusieurs milliers de personnes, publiée dans The Lancet, montre bien qu'il n'y avait pas de différence significative. En tous les cas, en termes de mortalité, morbidité maternelle et infantile pour les femmes, d'accoucher à l'hôpital, en maison de naissance ou même à domicile. À partir du moment où elles avaient bien sûr une grossesse physiologique et un désir d'accouchement physiologique. Mais donc du coup, cette particularité française, de ce qu'on peut comprendre à travers nos interviews, Doumaya est une des rares d'ailleurs, sur les 10 aujourd'hui existantes sur le territoire français, qui est vraiment indépendante physiquement, c'est-à-dire que c'est une vraie petite maison à part de l'hôpital, même si c'est dans le complexe. Quelle est la distance maximale, même si tu es dans le complexe de l'hôpital,
La contiguïté s'est établie quand il y a un chemin en fait tracé vers les urgences maternité. Ok. Nous, effectivement, comme tu l'as mentionné, Julie, on est une petite maison juste à côté des urgences maternité, mais en fait, on n'a pas d'ascenseur. On n'a pas d'ascenseur à attendre. Et honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé de transférer une patiente et qu'en 5 minutes, elle soit prise en charge de l'autre côté, au niveau de la maternité. Que dans d'autres structures, quand il faut attendre l'ascenseur, finalement, ça prend plus de temps. Et on est 2 maisons de naissance à faire partie de cette exception, d'être en dehors des locaux propres de la maternité, mais vraiment à proximité et en contiguïté, parce que les transferts sont très rapides. En parlant des conditions au niveau des locaux, lors de notre épisode 0, nous avons visité du coup une maison de naissance, et aussi dans l'épisode professionnel du mois dernier, traitant de la sécurité médicale, les 2 sages-femmes donc, qui ont été interviewées lors de ces épisodes ont mentionné le matériel dont vous disposiez pour réaliser un transfert, mais de manière assez brève du coup. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus en détail et expliquer ce que vous utilisez en fonction du degré d'urgence ? Comme vous l'avez mentionné en visitant la maison de naissance, on a ce qu'on appelle un chariot d'urgence où dessus il y a tout le matériel pour prendre en charge un bébé, réanimer un bébé s'il y a besoin de soins néonataux urgents. Et on a des boîtes toutes prêtes pour perfuser. On a une boîte qui s'appelle kit hémorragie. Voilà, et on a des boîtes de perfusion. Donc ce chariot, il est caché. Mais par contre, quand il y a un accouchement, il va être mis devant les portes des chambres de naissance. Comme ça, s'il y a une urgence, on peut rentrer le chariot rapidement ou attraper du moins les boîtes très rapidement. Pour le transfert de la patiente de la maison de naissance à la maternité, si on est sur une urgence code rouge, on va prendre le brancard, on va mettre la patiente sur le brancard et on va la pousser jusque la maternité. Si on est dans le cadre d'un code vert, la patiente peut marcher, elle a envie de marcher, on va l'accompagner à pied jusque la maternité. Ok, merci pour l'éclaircissement. Donc on vient de voir un petit peu tous les aspects théoriques et matériels permettant la bonne réalisation d'un transfert. Maintenant, on aimerait bien aborder le sujet dans votre quotidien lors de vos accompagnements auprès des familles qui ont leur suivi en maison de naissance. Et notamment, avant tout, on se demandait au sein notamment de l'équipe de sages-femmes comment vous aviez établi votre façon d'accompagner ou d'informer les parents sur le transfert. On imagine que vous avez des visions certainement peut-être différentes de certaines choses. Comment vous avez fait un consensus entre vous dans l'équipe Comment ça s'est passé au moment de mettre en place la charte des décisions pour le transfert ? Déjà pour les transferts, on va s'appuyer sur des recommandations fournies par la Haute Autorité de Santé. Donc il y a eu un travail en amont fait par les sages-femmes fondatrices de la maison de naissance. Et après, quand on intègre la maison de naissance, on a une période de compagnonnage. Enfin, en tous les cas, ici à la maison de naissance d'Oumaïa. Dans ce compagnonnage, on assiste aux consultations prénatales, aux différentes préparations à la naissance de nos collègues, et aussi à des naissances. Voilà, donc déjà, en gros, on a vu tous les cours de préparation à la naissance faits par nos collègues et un peu justement les contenus. Après, c'est vrai qu'il y a des contenus qui sont très évidents pour nous. Par contre, comment on va aborder la douleur, comment on va aborder les transferts, et bien ça, c'est pas forcément des choses qu'on a vues avant et qu'on a pratiquées avant dans notre exercice. Donc en fait, le transfert fait partie d'une séance de préparation à la naissance. On a aussi travaillé à la maison de naissance d'Oumaïa, ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Donc c'est-à-dire une manière aussi de pratiquer les consultations pour une manière de communiquer, pour pouvoir en fait laisser la place à la patiente, enfin au couple, de s'exprimer par rapport à ces transferts. Et en fait, on s'est rendu compte que des fois, on délivrait une information qui n'avait pas envie d'être entendue, et donc du coup qui n'était pas entendue. Donc déjà, ça va être de commencer la préparation en disant, quand on parle de transfert, qu'est-ce que ça t'amène ? Et des fois, la patiente, ça va être un truc, ça veut dire que ça va pas bien, ça veut dire qu'il y a un gros problème, voilà. Et du coup, nous, on va pouvoir relativiser tout ça parce qu'un transfert, la majorité des transferts qui sont faits, qui sont effectués pendant le travail, pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'il y a un travail long qui prend du temps et que la femme, juste, elle est épuisée, qu'elle en peut plus de la douleur et qu'il faut une prise en charge qui est autre que celle de la maison de naissance. Donc déjà, on pose un petit peu les choses.
Après, effectivement, on peut parler dans les transferts il y a des femmes qui ont besoin de tout savoir, de savoir comment se passe une césarienne, de savoir comment c'est une extraction instrumentale, de savoir toutes ces choses-là. Et il y en a d'autres qui veulent absolument pas le savoir, en fait. Et donc, nous, on va leur poser la question, qu'est-ce que tu as envie de savoir ? Ou est-ce que tu as envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus ? Est-ce que tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur une césarienne ? Si la patiente, elle dit non, on va pas lui délivrer l'information. Oui, j'imagine. Quand on entame le suivi de grossesse, on va dire quels sont les différents thèmes de préparation à la naissance. Il y en a 7, dont le transfert. Et en fait, les parents peuvent dire non. On leur demande déjà par quoi ils veulent commencer. Donc ça peut être quand venir, quand appeler. Ça peut être faire ma valise d'accouchement. Ça peut être le transfert. Alors, des fois, ils veulent savoir vite ce que c'est que le transfert. Des fois, ça peut être vite le postpartum. Après, moi, j'avoue que le transfert, j'aime pas qu'on le fasse en dernier. Mais bon, c'est un choix même pas personnel. Je pense que toutes les sages-femmes, on aime bien que ce soit abordé quand même un peu plus tôt pendant la grossesse parce que... Pour pas rester sur cette note aussi. Ouais, c'est pour pas rester sur cette note du transfert. Et toutes les séances de préparation à la naissance doivent être faites avant 37 semaines d'aménorrhée. À partir du moment où la femme peut accoucher, il faut que le dernier mois, elle soit libérée de consultations, même si encore une consultation dans le 9e mois, mais il faut vraiment qu'elle soit sereine dans son dernier mois de grossesse. Tout à l'heure, tu parlais des gens qui voulaient pas entendre et ce genre de choses, et on se demandait du coup, est-ce que vous faites face à des rejets ou des réticences de la part des parents quand vous abordez notamment le transfert au cours du suivi de grossesse ? Est-ce qu'il y a vraiment des rejets ? Alors ça peut arriver qu'il y ait des rejets de la part des parents quand on aborde le transfert pendant la grossesse. C'est déjà arrivé qu'une femme me dise « mais pour moi le plus important c'est l'accouchement physiologique » et que moi je lui dis « en fait pour moi non. Pour moi le plus important c'est que toi tu sois en bonne santé, que ton bébé soit en bonne santé ». Et ça avait été quand même assez loin. Son conjoint l'avait bien raisonné, mais en fait, si elle n'avait pas été raisonnée et raisonnable, j'aurais arrêté le suivi avec elle. Et c'est déjà arrivé effectivement qu'avec un couple, en fait, pour le conjoint, c'était inenvisageable un transfert, qu'on était trop précautionneuse, on avait trop de peur, qu'on n'était pas assez... Et là, on a dit stop. On a dit, on arrête de vous suivre. Peut-être que le projet de naissance que vous avez à Doumaya, c'est pas votre projet. En fait, à partir du moment où on vient accoucher à la maison de naissance Doumaya, on vient parce qu'on veut être accompagné par une sage-femme. Et donc, il faut accepter aussi les limites de la sage-femme. Si on n'accepte pas ça, c'est que le projet, c'est pas celui-là, quoi. Oui. Et c'est important d'avoir confiance les uns dans les autres. Et est-ce que vous avez déjà fait face à des situations de rejet, mais cette fois au moment du transfert, si un transfert quand un transfert était nécessaire, et comment vous avez pu réagir à ce moment-là ? Alors, c'est arrivé très rarement, heureusement, parce que généralement, quand soit une femme va nous demander un transfert, on va évaluer la situation et on va trouver que c'est pertinent qu'elle soit transférée, soit on va lui proposer le transfert et parfois elle attend que ça en fait. C'est qu'on lui propose le transfert et parce qu'elle sent que pour elle c'est plus possible en fait, ou qu'il y a quelque chose qui bloque, ou voilà. Donc souvent la femme comprend très très bien le transfert. Mais ça a pu arriver effectivement qu'un conjoint ne comprenne pas le transfert et comprenne pas le sens du transfert et que ma collègue a vraiment dû parlementer avec le conjoint et même à la maternité rester avec le conjoint pour le raisonner, pour lui expliquer les tenants, les aboutissants de pourquoi il y avait un transfert. Et après ça a été bien accepté. Et pour ma part, moi c'est arrivé effectivement qu'une patiente ne souhaitait pas être transférée, donc médicalement, le transfert se justifiait parce que le travail était long, qu'elle se dilatait vraiment très lentement, voire que ça a commencé à stagner un peu. Et du coup, moi j'ai expliqué mon point de vue. Elle m'a demandé un peu plus de temps. Je lui ai dit, ok, je veux bien t'accorder un peu ce temps-là. Je pense que c'est possible. Ton bébé va bien. Mais par contre, après, si ça n'a pas évolué, il faudra vraiment un transfert. Elle a demandé plus de temps et c'était possible de lui accorder. Mais je pense que dans une situation urgente, elle n'aurait pas cherché à négocier en fait. Oui, il n'y aurait pas eu une discussion, elle aurait suivi. Elle aurait suivi. Et maintenant, on se demandait, lorsqu'un couple est transféré, où s'arrête votre accompagnement à vous, en tant que sage-femme de la maison de naissance, jusqu'où vous faites la transition à la maternité ? Alors ça, c'est un sujet qui est tout le temps abordé pendant la préparation à la naissance-transfert.
En fait, quand le transfert s'est imposé, on va transférer le couple à la maternité, on va accompagner le couple jusqu'à la maternité. Le couple est accueilli par une sage-femme et souvent une aide-soignante. On va accompagner le couple jusqu'en salle de naissance. On va faire les transmissions à l'équipe médicale en face. Et après, on dit au revoir au couple et on s'en va. En tous les cas, ça se passe comme ça à la maison de naissance d'Oumaïa. Pourquoi ça s'est fait comme ça ? Parce que à la base, c'était une demande de la maternité partenaire. Et finalement, moi, je la trouve très pertinente, cette demande. Alors après, c'est mon avis peut-être purement personnel. Même si ça peut être un petit peu frustrant. Mais en fait, une fois qu'on est à la maternité, nous, on n'a plus de responsabilité médicale. Donc, on n'est plus là en tant que sage-femme médicale qui va accompagner la patiente. Et le couple, finalement, est là avec une sage-femme qu'ils connaissent bien et une sage-femme qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ils ont quand même besoin de rentrer en relation avec cette sage-femme qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est elle qui va les accompagner, c'est elle qui va prendre des décisions médicales avec eux, et c'est absolument plus moi. Et en plus, les transferts, souvent, c'est des suivis de travail qui nous ont pris beaucoup de temps, souvent la nuit, et moi, j'avoue que, je suis plus bonne à rien, clairement. C'est pas confortable pour le couple, c'est pas confortable pour l'équipe en face, et moi, je pense que je serais pas confortable non plus. Mais c'est un point de vue très personnel. Oui, ça paraît pertinent aussi. Et je l'explique comme ça aux patientes et aux couples que je vois en transfert. Oui. Et je leur dis qu'en fait, on les confie à l'équipe de la maternité partenaire. Parce qu'on a confiance, en fait, en la maternité partenaire. Et ça, je pense que c'est important aussi. Oui. On sait que vous travaillez en binôme ou en trinôme suivant les cas ou les maisons de naissance. Mais on sait aussi qu'il y a une sage-femme de soutien au moment de l'accouchement. Et quel est son rôle à cette autre sage-femme lorsqu'il y a un transfert ? Alors, la sage-femme de soutien peut ne pas être présente en fait lors d'un transfert. Si c'est une patiente qu'on va transférer en code vert, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence médicale pour une prise en charge de la douleur, on ne va pas faire déplacer la sage-femme de soutien, on n'a pas forcément besoin qu'elle soit là. Mais sinon, c'est vrai que nous, à la maison de naissance d'Oumaïa, dans toutes les maisons de naissance, à chaque accouchement, il faut que les sages-femmes de soutien soient présentes au moins dans la maison. À la maison de naissance d'Oumaïa, je pense que la sage-femme de soutien, elle est quand même connue par toutes les patientes, et donc elle rentre souvent dans la chambre au moment de la naissance et elle est un soutien en plus en fait pour le couple, pour la sage-femme. Elle va penser à proposer de l'eau, à donner des gants de toilette frais, des fois des choses que à force d'être avec le couple on n'y pense plus forcément, donc elle est très présente. Et en fait c'est une sage-femme et elle a une responsabilité de sage-femme, donc s'il y a une urgence néonatale ou obstétricale, on va agir en équipe pour prendre en charge cette urgence-là. Là, il n'y a plus de sage-femme de soutien et de sage-femme référente. Oui. C'est deux sages-femmes qui travaillent ensemble pour le bien-être de la maman et du bébé. Et une fois que la patiente a été prise en charge par la maternité, est-ce que vous gardez un lien avec le couple tout au long de leur accouchement, puisque tu parles du fait que vous partez ? Alors, est-ce qu'on garde un lien avec le couple tout au long de l'accouchement ? Je dirais que ça dépend, en fait, c'est les parents, souvent c'est le conjoint, qui peut nous envoyer des textos pour nous dire là, elle a eu sa péridurale, ou voilà. Mais après, non, nous on n'a peut-être plus trop à faire dans cette histoire-là, puis c'est l'histoire de ce couple, en fait, c'est pas notre histoire à nous. On aime bien quand même avoir un message qui annonce que le bébé est né et comment ça s'est passé. Et après, pendant le séjour du couple à la maternité, on va aller leur rendre visite. Et après, si le couple est du secteur de Castres, on ira faire les visites de suite de couche à domicile à leur retour à la maison. Oui. Donc finalement, c'est juste un instant T dans tout ce chemin de la grossesse et de la parentalité qu'on ne partage pas avec eux, mais voilà, on reste là. Pour en revenir un petit peu à la constitution du dossier des patientes, comment le dossier est monté et comment se passe la transmission de ce dossier au niveau administratif au moment ou peut-être avant du coup un transfert ? Au départ, les patientes avaient une consultation anesthésie prévue à la maternité partenaire et c'est tout. Il a été décidé depuis 2 ans que les patientes puissent faire une consultation d'ordre administratif à la maternité. Elle rencontre une sage-femme à la maternité qui va monter le dossier obstétrical, qui va monter le dossier médical.
reprendre les antécédents, reprendre les sérologies, ce qui fait qu'au moment du transfert, en fait, ça va faciliter la prise en charge par l'équipe en face. Au départ, les usagères étaient pas, en tous les cas les représentants des usagères n'étaient pas très favorables à cette consultation. Nous, les sages-femmes de la maison de naissance, on pouvait être un petit peu ambivalentes. Et finalement, le retour est plutôt positif. Alors, il y a des patientes qui ont déjà accouché une fois, 2 fois, et ça leur multiplie les rendez-vous, et du coup, ça leur semble pas forcément très important. Et pour la majorité des patientes, ça leur fait mettre déjà un pied à la maternité, rencontrer une sage-femme qui s'avère être une sage-femme très sympa, parce que c'est normal, les sages-femmes en règle générale sont très sympas, quel que soit l'endroit où on bosse, et finalement ça va les rassurer davantage s'il y a un transfert, de se dire ben oui, en fait j'ai rencontré ces gens-là et ils étaient sympathiques et bienveillants. Donc moi je trouve qu'avec du recul c'est plutôt positif, et pour la maternité partenaire c'est vrai que quand il y a des transferts ça simplifie un peu le travail de la sage-femme à ce moment-là. Est-ce que quand vous montez votre dossier à Doumaya, c'est uniquement un dossier papier et justement ce rendez-vous avec la sage-femme au sein de la maternité, là c'est informatisé pour que n'importe qui y ait accès, ou est-ce que vous aussi dans les locaux de Doumaya c'est informatisé et donc de ce fait la maternité a en permanence accès aux données que vous rentrez de la patiente? Alors, jusqu'à il y a 1 an, on n'avait que des dossiers papier à Doumaya parce qu'on ne trouvait pas de logiciel adapté à notre pratique en maison de naissance. Depuis 1 an, on a un logiciel. Donc nous, entre sages-femmes de la maison de naissance, on partage nos dossiers patientes. Mais par contre, c'est absolument pas partagé avec l'hôpital. Et ça, c'est pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'un hôpital, ça se fait pirater. Et il y a beaucoup de demandes de rançon sur des hôpitaux. Et donc, du coup, voilà, ça a été un travail. Et il ne faudrait surtout pas qu'un piratage arrive de la maison de naissance, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres maisons de naissance, mais du coup, les patientes ont en plus, nous on a un dossier informatisé, et elles ont de toute façon en plus un dossier papier. Et sur le suivi du travail, nous on a un dossier papier qu'on va photocopier et qu'on va laisser à la maternité. Et après, de toute façon, le dossier administratif et médical a été fait à la maternité partenaire, donc ils ont normalement tous les éléments. Oui, en effet. Et du coup, lorsqu'un couple s'inscrit en maison de naissance, il doit aussi s'inscrire à la maternité. Est-ce que cette inscription, c'est au moment du rendez-vous dont tu parlais, pour monter le dossier administratif auprès d'une sage-femme? Et tu as évoqué aussi le rendez-vous anesthésiste, au cas où il y ait nécessité de transfert avec péridurale ou plus. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu quels sont les rendez-vous obligatoires et les raisons de ces rendez-vous obligatoires? Alors, pendant la grossesse, il y a 7 rendez-vous qui sont recommandés par une sage-femme ou un médecin, qui sont les rendez-vous normaux de suivi de grossesse. En plus, du coup, à la maternité partenaire, il y a un rendez-vous avec une sage-femme qui est administrative, où elle va reprendre les antécédents médicaux, où elle va reprendre les sérologies, les bilans de la grossesse, faire le dossier pour, au cas où il y a un transfert, qu'un dossier soit prêt. Et il y a une consultation anesthésiste qui est recommandée toutes les patientes enceintes, de toute façon. En France, les maisons de naissance ne sont pas forcément affiliées à un hôpital de niveau 3, c'est-à-dire avec un maximum d'équipement médical, particulièrement en ce qui concerne tout ce qui est les soins néonataux. Quand ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est possible que les couples soient amenés à être transférés une seconde fois ? Tout à fait. En fait, une maison de naissance, par définition, accueille des grossesses à bas risque obstétrical, comme les maternités de niveau 1. Et quand il y a une complication dans une maternité de niveau 1, notamment au niveau néonatal, que le bébé ne peut pas être pris en charge, il peut être transféré dans un centre de niveau 2B ou de niveau 3. Tu viens d'évoquer les maternités de niveau type 2B. Est-ce que tu pourrais faire un bref résumé des différents niveaux du coup Donc il existe les maternités de niveau 1 qui accueillent les grossesses à bas risque obstétrical. Il n'y a pas de service de néonatologie dans ces maternités-là. Il existe des maternités de niveau 2A et 2B avec des degrés de prise en charge de pédiatrie qui sont différents et des réanimations aussi adultes. Et ensuite, il existe les maternités de niveau 3, là qui vont drainer toutes les grosses pathologies du secteur avec service de néonatologie de pointe et de réanimation adulte. Ok.
Et après un transfert, lorsque le couple finalement rentre chez lui, comment est-ce que vous l'accompagnez? Est-ce que vous revenez notamment sur l'accouchement et les conditions peut-être qui ont mené au transfert? Déjà, quand le couple a été transféré, comme je le disais précédemment, on va le voir en maternité et souvent c'est le moment où le couple revient en fait sur l'accouchement, où il nous raconte un petit peu ce qui s'est passé, comment s'est passé l'accueil de leur bébé. Voilà, puis après le transfert aussi peut être post-natal, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est souvent pendant ce séjour qu'on revient sur ce moment de l'accouchement et du transfert, en tous les cas un petit peu à chaud. Et après, je dirais que dans le vécu, dans le suivi postpartum, on vient pour voir une femme qui vient d'avoir un bébé, qui prend ses marques avec son bébé, enfin un couple, pardon, parce que le coparent est là aussi. Et souvent les questions sont vraiment plus dans l'immédiateté. Comment je fais pour le mettre au sein? Est-ce que c'est normal qu'il fasse pipi? Est-ce que c'est normal qu'il fasse caca? Enfin là, on est vraiment dans les questions très terre à terre que vivent chaque couple qui voit arriver un petit bébé dans sa famille avec un retour à la maison. On essaye souvent de venir à la maison, en règle générale, le lendemain, au plus tard le surlendemain de la rentrée de la sortie de maternité. Et en cas de césarienne, du coup, vous suivez aussi les couples comme les autres couples, quoi? Oui, en cas de césarienne, c'est exactement pareil. Il faut savoir que dans les chiffres qui ont été édités sur les 2 premières années d'exercice des maisons de naissance, il avait été montré que le taux de césarienne était à moins de 5% quand une femme commençait son travail en maison de naissance. D'accord. Donc c'est quand même intéressant. Oui. Donc ce transfert, ça ne veut pas dire C'est que c'est pas forcément synonyme de césarienne. La majorité des patientes qui vont être transférées de la maison de naissance, pendant le travail, vont accoucher voix basse spontanément. Oui. Ouais, c'est intéressant. On a conscience que vous n'êtes pas forcément psychologue, mais est-ce que vous proposez un accompagnement qu'on pourrait dire psychologique, ou est-ce que vous orientez les patients vers des professionnels spécialisés dans les cas de traumatisme? Dans les cas de traumatisme, ou même pas de traumatisme, on essaye de dépister l'avant-traumatisme. Oui. Moi, je parle facilement de l'EMDR, parce que je trouve que c'est une méthode qui marche quand même assez bien, qui est efficace. Il y a des patientes qui ont déjà une thérapie en cours, donc elles vont revoir leur thérapeute. Il y a l'association Maman Blues aussi qui existe, vers qui elles peuvent se tourner. Mais il y a une prise en charge de 12 jours à domicile dans le postpartum, mais ça ne s'arrête pas au bout des 12 jours en fait. Après, il y a des entretiens postnataux, il y a des séances postnatales de groupe, et nous, assez régulièrement, on propose même des visites aux patientes, qu'elles viennent en consultation à la maison de naissance ou dans nos cabinets, de façon aussi rapprochée qu'elles le souhaitent en fait. Il y a des patientes qui vont avoir besoin de nous voir toutes les semaines pendant un mois, pré-espacées au fur et à mesure. On va leur donner cette disponibilité-là. C'est aussi l'intérêt du travail en binôme en fait, c'est qu'il y en a toujours une de nous qui arrive à libérer un petit temps pour la patiente. Puis au bout d'un moment, c'est elles des fois qui disent « Non mais stop, ça va bien ». On parlait de traumatisme. Un transfert, c'est pas forcément un traumatisme en fait, parce qu'un transfert, ça peut très bien se passer. Il y a des patientes qui ont eu des césariennes ou qui ont eu des extractions instrumentales et qui ont très bien compris en fait le sens de l'acte qui a été posé, et du coup ça a été très bien accepté parce que on leur a expliqué les choses, on a pris en compte leur point de vue, elles ont été respectées et donc elles ont eu un accouchement respecté même si l'accouchement n'était pas physiologique. Et à contrario, c'est déjà arrivé qu'une patiente ait un accouchement physiologique à la maison de naissance et que pour le coup ça a été vraiment très très difficile pour elle à encaisser et qu'elle ait eu besoin d'aller voir un psychologue après. On a beaucoup de patientes transférées qu'on a interviewées, là, des invités, et qui nous ont dit en effet qu'elles avaient très bien vécu leur transfert pour toutes les raisons que tu évoques notamment. À ce propos aussi, on a mis en place un questionnaire sur le vécu du transfert qui est envoyé aux patientes 15 jours, 3 semaines après la naissance. Et en fait, ce vécu du transfert, donc ça évoque, ce questionnaire a été fait par les sages-femmes de Doumaya, et en fait, il évoque vraiment est-ce que les patientes ont été informées du transfert pendant leur grossesse, est-ce qu'elles ont compris le pourquoi du comment du transfert au moment du transfert, est-ce que ça leur a été bien expliqué, comment elles ont été accueillies à la maternité, comment elles se sont senties entendues à la maternité. Et en fait, à partir de ces questionnaires-là, on a pu vraiment discuter aussi de façon très objective
proactive avec la maternité sur le transfert, la prise en charge du transfert, et que ça se passe le mieux possible pour les patientes, pour les sages-femmes de Doumaya et pour les équipes de la maternité partenaire. Oui, c'est important. Oui, depuis tout à l'heure, on parle des patientes et de tout leur parcours, mais c'est important pour nous aussi qu'on discute un peu plus peut-être du ressenti de la sage-femme. On pense notamment peut-être aux sages-femmes qui souhaiteraient travailler en maison de naissance ou même aux étudiants de sage-femme. Enfin voilà, toute personne intéressée par ce métier-là, mais qui se pose des questions autour du transfert. Et on se demandait si tu pouvais nous parler un peu de comment on gère la responsabilité d'un transfert, enfin comment émotionnellement, même peut-être les étapes que tu as pu traverser depuis le début de ta carrière face au transfert que tu mettais en place. Alors déjà, quand il y a un transfert, on va préparer un dossier qui va être présenté à la maternité partenaire. Et lors de la préparation de ce dossier, en fait, ça permet d'en discuter avec les collègues et d'objectiver un petit peu le pourquoi du comment du transfert. Après, on n'a jamais remis en cause le transfert d'une collègue, enfin ça a toujours été très justifié médicalement. Si c'est un transfert en urgence, un accouchement qui s'est bien passé, puis après il y a une hémorragie postpartum, je dirais que notre vécu émotionnel, là on l'a pas du tout en fait. On est dans le feu de l'action, on a des choses à faire dans des situations d'urgence en fait. On fait les choses qu'on doit faire et voilà, et c'est comme ça et la décision est très claire et par contre, c'est vrai qu'il y a des transferts ou même des réorientations où des fois c'est des patientes qu'on connaît depuis quelques années ou des couples qui ont investi beaucoup en fait parce qu'ils... Nous, à Doumaya, on a des couples qui viennent de loin, qui prennent un gîte. Enfin voilà, on sait qu'il y a un investissement financier, qu'ils ont donné beaucoup d'énergie pour ce projet-là. Et en fait, ça nous attriste un peu pour eux, en fait, que ça puisse pas aboutir comme ils veulent. Après, le transfert pendant le travail, je dirais que on va essayer des choses, on va vraiment essayer de mettre en place des choses pendant le travail pour faire avancer un petit peu le travail. Et puis ça marche pas et il faut accepter aussi les limites de la physiologie. Peut-être des fois c'est un peu frustrant. Enfin moi je trouve que parfois des transferts tu dis on fait suer quand même. Enfin j'aurais bien aimé être là pour voir le moment de la naissance ou disons que quand une femme est transférée pendant le travail, souvent elle comprend bien le sens du pourquoi, du comment, du transfert, et donc ça semble juste. Merci. Tout à l'heure, tu as évoqué que seulement 5% des transferts se terminaient par une césarienne. Est-ce que tu pourrais nous parler à présent des taux de transfert comparés aux accouchements finalement qui se terminent à la maison de naissance? Nous donner une idée avec juste quelques chiffres simples des accouchements qui se terminent à la maison de naissance, des transferts et peut-être de la proportion aussi de transferts urgents. Quand une patiente en fait commence son suivi à la maison de naissance, il y a une chance sur deux qu'elle fasse tout le parcours Doumaya avec nous. Sur les transferts, en fait, quand une femme commence son travail à la maison de naissance, on est entre 20 et 30% de transferts selon les années. Et sur les transferts urgents, donc souvent on parle d'hémorragie postpartum, on est sur les taux normaux en fait d'hémorragie nationaux. Donc dans toutes les patientes qui accouchent à Doumaya, ça représente à peu près 2-3%. Ok. Ce qui est du coup équivalent finalement aux hémorragies postpartum qu'on retrouve en maternité classique, quoi. Tout à fait. Okay. Maintenant qu'on a balayé l'ensemble des situations menant au transfert et les conditions dans lesquelles tout ça se réalise, on aimerait bien savoir si tu as quelques exemples ou des petites anecdotes dans ton parcours professionnel qui illustrent un petit peu cette thématique de la réorientation et du transfert, à la fois peut-être réussie, peut-être demandée par une patiente aussi, éventuellement si ça a pu aussi vous aider à repenser votre pratique en tant que sage-femme selon finalement les retours que vous aviez des couples. Alors j'ai des petites anecdotes qui sont un peu sympathiques justement sur le transfert où une patiente en fait qui avait déjà accouché à la maison de naissance avait un accouchement qui était un peu plus long parce que des fois ça peut arriver et en fait qui m'a dit je veux un transfert, c'est trop long, je veux un transfert, je veux une péridurale et je lui ai dit écoute, on va refaire le point et puis on voit comment ça se passe. Donc je refais le point, je l'examine clairement et je lui dis écoute tout va très bien, peut-être tu peux prendre un bain. Et elle m'a dit après je t'ai maudite. Vraiment, elle m'a regardée avec des yeux noirs
C'était très drôle, mais 3 quarts d'heure après, son bébé était là et c'était fini. Mais elle m'a dit, vraiment, à ce moment-là, je t'ai maudite. Et voilà, et c'est vrai que des fois une patiente peut demander un transfert et que en fait nous on va refaire le point et si le travail avance bien, qu'on est dans une bonne dynamique, et ben peut-être on va essayer de la remotiver ou de lui faire penser à autre chose, voilà, par exemple de lui faire prendre un bain ou de lui proposer de se reposer, et voilà, ou demander aussi au conjoint, bah écoute, là ça avance vraiment bien, j'ai vraiment l'impression que là le travail ça s'est débloqué, est-ce que tu penses qu'elle a encore un peu de ressources, qu'est-ce qui est important pour elle dans son projet, et que le conjoint nous dise, bah non, je pense que le projet quand même est très important, donne-lui un petit peu plus de temps. Et voilà, puis souvent dans ce laps de temps-là, il y a quelque chose qui a évolué, où la patiente elle commence à pousser, et donc du coup, bah, le transfert, elle en parle plus jamais, quoi. Sinon aussi une autre anecdote où il y avait pareil un accouchement qui prenait son temps d'accouchement de premier et où à la fin de la journée, moi je commençais quand même à préparer la patiente au transfert parce qu'elle se dilatait vraiment très très lentement et en fait la patiente me dit bah non en fait moi ça va donc je veux que tu me laisses le temps qui était normalement convenu avant de me réexaminer. Et j'en parle à ma collègue me dit mais vraiment Juliette, faut que à 20h quand tu dois refaire le point, faut vraiment qu'il y ait eu un changement parce que là quand même ça prend du temps quoi et voilà, puis j'ai dit ok, bon bah à 20h03 le bébé était né et je me suis dit que peut-être j'aurais dû lui en parler un petit peu avant dans la journée de cette proposition de transfert. Bon là c'est pour la petite anecdote rigolote, je pense que ça aurait rien changé mais donc en tous les cas voilà, quand une patiente demande un transfert, on va quand même évaluer cliniquement la situation avant de prendre une décision et la décision elle se fait conjointement aussi avec la patiente. Avant de se dire au revoir et de conclure l'interview, qu'est-ce que tu pourrais dire aux sages-femmes qui appréhendent le fait de travailler en maison de naissance à cause de la responsabilité notamment de ce transfert et de l'urgence potentielle que ça peut générer au sein de leur pratique? Alors, je pourrais dire à ces sages-femmes qu'elles ont des connaissances et des compétences, que tout notre travail, c'est d'éviter d'arriver à ces situations urgentes, même si on sait bien que les urgences obstétricales, elles sont toujours là, mais que la majorité des patientes accouchent physiologiquement, se délivrent, vont bien, les bébés vont bien, et qu'il faut vraiment repasser par le prisme de la physiologie. Et qu'après, on a les compétences qui sont là pour prendre en charge correctement les patientes dans les urgences obstétricales. Et merci Juliette pour ce partage et tout cet échange. On espère que les professionnels ou les parents qui veulent en savoir un peu plus sur le transfert auront pu trouver des réponses à tous leurs questionnements. On est très contente d'avoir pu échanger sur le transfert aujourd'hui puisque c'est quand même une grosse partie de l'accouchement, comme tu disais, un suivi sur 2 potentiellement qui n'est fini par la maison de naissance. Donc c'était très important pour nous d'avoir une thématique entière à ce sujet. Et donc merci d'être prêtée au jeu à nouveau. On te souhaite comme toujours une belle carrière pleine de jolies naissances. Merci beaucoup, c'était avec grand plaisir. À bientôt Juliette. À bientôt Capucine et Julie. À bientôt Juliette. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.